Alors, après la pause, nous revenons avec notre frère Abdoulaye Ami Souma, qui est l'auteur du livre Le Destin Forgé. Ce soir, dans le livre, il nous parle beaucoup de choses. On se retrouve dans ce livre et c'est simple, c'est éducatif, c'est pour la jeunesse. Il parle d'avant, d'aujourd'hui et même de demain. J'ai beaucoup aimé le livre. Je crois que tous ceux qui auront aussi la chance de l'avoir comprendront de quoi je parle. Vous avez eu le bac, vous êtes à Gamal, vous avez découvert là-bas les nouvelles technologies. Et vous vous êtes débrouillé avec vos amis pour accéder à cette classe. Expliquez-nous comment, et ça est dans le livre aussi. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est pourquoi quand on voit cette génération, ils ont tout à la portée, mais nous, moi, c'était pas facile. Tout Gamal, avec tout le département de génie civil, il n'y avait pas un seul ordinateur. Il n'y en avait pas. Mais nous, on s'est rendu compte que ça allait être vraiment une situation difficile pour les gens, parce qu'on avait besoin d'apprendre quelque chose qui n'existait pas. Et le centre qui était là, le centre informatique, on a demandé à notre chef de chaire de nous aider à aller là-bas. Il dit que c'est un centre qui appartient aux Canadiens. Donc, c'est sous la gestion voilà, le centre autonome. Alors, on s'est battu, on est parti rencontrer le directeur du centre. Il nous a dit, écoutez, si vous voulez faire ça, il n'y a pas de problème, mais c'est seulement 30 heures que je peux vous donner. Alors, les 30 heures là, 10 heures pour le système d'exploitation, puis 20 heures pour, voilà, pour connaître un peu, vous donner le basique, hein, le basic. Mais voilà, c'est la condition qui a accompagné ça aussi. Il fallait trouver 30 personnes pour cette opération, et puis chaque personne devrait payer 30 000. Les 30 000 là représentaient 30 000 francs guinéens. C'était le pécule de tout le mois pour l'étudiant. C'est vrai. Donc ça n'a pas été facile. Mais voilà, nous avons essayé de trouver un petit nombre qui pourrait sacrifier les 30 000 pour pouvoir avoir la base. Ça nous a permis de savoir, ok, quand tu veux écrire, c'est comme ça que tu dois, la touche là que tu dois taper, les choses comme ça. Donc, et c'est émouvant quand on se rappelle de tous ces moments. Et voir maintenant la génération actuelle, tout est vulgarisé, même le téléphone que tu as, c'est tout un monde. Et vous vous engagez même avec vos amis pour aller travailler à Africos, pour trouver de l'argent, et parlez-nous de cette première journée qui se trouve dans le livre. Non, écoutez, ça c'est une partie. Et voilà, c'est quand on faisait le génie civil, donc il fallait être là, essayer de lier un peu la pratique à la théorie pour avoir un peu d'argent aussi. Mais écoutez, nous sommes allés voir un monsieur qui s'appelle Maître Bangali, qui nous a confié à ses ouvriers. En fait, nous sommes devenus les manœuvres des ouvriers. Alors ce jour-là, il faisait le béton le premier jour. Et chaque fois que quelque chose manque à l'état, on disait « étudiant !» L'étudiant aime bien son nom, mais pas sur le chantier de maître. Des fois, quand l'étudiant on sursaute. Et quand cette journée a été tellement dure, dès qu'on arrivait à la maison, moi, je me suis étalé sur le lit, le sol, hein, j'ai commencé à dormir. Le lendemain, c'était difficile de retourner au chantier. Mais j'étais avec un ami, je me dis que je ne vais pas décevoir mon ami. Il était résistant, mais si moi je ne vais pas, qu'est-ce qu'il va retenir de moi? Est-ce qu'il va être prêt pour travailler avec moi sur un autre projet beaucoup plus sérieux? Donc en fait, ça a été la source de motivation pour moi de me retourner sur le chantier. Alors j'étais là avec lui, on bavardait, il me dit, si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas venu. Moi j'ai commencé à rire. Il dit, si ce n'était pas à cause de ta grande bouche là, je ne serais pas venu aussi. Voilà. Donc en fait, tout cela veut dire quoi? Il faut avoir un bon compagnon dans la vie. Les amis, on ne peut pas choisir nos parents. Mais les amis, tu peux les choisir. Si tu ne vois pas quelqu'un qui partage les valeurs, moi je pense qu'il faut s'éloigner. Mais encore après avoir essayé pour faire revenir l'ami sur la bonne voie. Alors cette amitié, non seulement le chantier a solidifié notre relation, mais voilà, c'était une bonne chose que chacun de nous ait peur de l'autre en matière d'image. Parce que s'il ne venait pas, et si moi je ne venais pas, je dis, bon, peut-être qu'il allait penser qu'ils supporteront, qu'est-ce qu'il allait dire à mes enfants? Ou bien quand on a un projet beaucoup plus sérieux, j'ai toujours dit, même dans le livre, si tu ne fais pas les choses correctement, personne ne va te confier des grandes choses. Venir à l'heure, c'est un comportement, c'est une habitude. Quand vous dites à 17 h,
vous pensez que Souma va être là. Ça, c'est une habitude. Donc maintenant, quand vous devez faire quelque chose de grand, vous n'avez pas beaucoup de soucis à confier à ce monsieur. Mais si l'habitude n'est pas construite sur les bonnes choses, sur les petites choses, les grandes choses, je ne peux pas vous confier. Donc en fait, l'amitié, nous avons eu beaucoup de bonheur d'avoir de connaître des amis qui ont le caractère et puis ils contribuent un peu à nous forger, à nous éduquer à tout moment. Vous avez fait un stage à Africos et vous êtes parti travailler pour une compagnie d'études de projet. Et pendant ce temps, vous prenez des cours de soir à l'université. En même temps, c'est après cela que vous êtes parti au Canada. Et du Canada, vous êtes venu aux États-Unis. Et la ponctualité et le fait de recevoir ou d'être confié à un grand projet, la ponctualité a joué un rôle dans cette affaire. Revenez sur ça. Bon, écoutez, il y a une petite rectification, je ne suis pas allé au Canada, mais voilà ce qui s'est passé. Je me suis présenté pour un projet canadien et j'étais parmi les premiers sur présentation du dossier parce qu'en fait, je travaillais dans un bureau d'études où j'étais le chargé d'études de marketing, le directeur du département. Donc, on ne pouvait pas me battre sur le dossier, la présentation, parce que c'est ce que je faisais au quotidien. Alors, mais qu'est-ce que j'ai écrit? Il y a une partie qui a fait qu'ils ont rejeté ma demande. J'ai écrit une partie, je me rappelle. Oui. J'ai dit, le salut de l'Afrique viendra de la valorisation de l'expertise locale. Parce que la plupart de l'expertise internationale qu'on fait appel, ils sont non seulement, cette expertise est très coûteuse, et puis ils ne connaissent pas assez, ce sont des personnes qui connaissent moins l'Afrique. Oui. Donc en fait, les membres du jury étaient très gentils de cocher cette partie et me retourner ma copie. Et ça m'a donné une leçon de la vie. Je crois ce que j'ai dit, mais je pense que la formulation, vraiment, c'est ce qui posait problème. Parce qu'en fait, ce qui est malheureux, il ne faut pas accepter que les gens lisent ton dossier et se sentent blessés ou se sentent insultés alors que tu n'as pas la chance de les expliquer. Ouais. Donc je me dis, à partir de ce moment, je pouvais reformuler ça, parce qu'en fait, ça trompe, non seulement ça part de, c'est comme si c'était du nationalisme, et c'est un peu trop agressif. Ouais. Mais je pouvais dire ça autrement. Je pouvais dire par exemple que le salut de l'Afrique viendra de l'expertise nationale, mais à chaque fois qu'on a des besoins sur les dossiers qui dépassent un peu la compétence nationale, on pourrait faire appel à l'expertise internationale. Donc cette deuxième phrase fait appel un peu à la collaboration, au respect des autres. Mais quand tu dis aux autres, voilà, qu'ils doivent même corriger ton truc pour que toi-même tu ailles chez eux étudier, tu leur dis qu'ils ne connaissent rien. Donc en fait, c'était une leçon et, voilà, que j'ai apprise. Et à ce qui concerne un peu l'entreprise pour laquelle je travaillais, c'est Guide SA. J'ai eu la chance de connaître un patron qui était très généreux, il s'appelle Maral Obari, que je salue ici au passage. Et comme je devais venir aux États-Unis, je tenais à sortir du pays. Tout se prépare dans la vie. Donc j'ai commencé à me préparer. Et je recevais beaucoup de consultants, la plupart des gens parlaient l'anglais. Moi j'étais très influencé. Je voulais parler l'anglais, je voulais apprendre l'informatique. C'est les deux là qui m'ont beaucoup influencé. Alors j'ai commencé à partir à l'université, à repartir à l'université. Donc je travaillais jusqu'à 16h, le jour où j'ai le cours. Mon patron me laissait de quitter à 16h, c'était jusqu'à 16h30. Je partais à l'université pendant une année, j'apprenais l'anglais. Alors quand je suis venu aux États-Unis, je ne pouvais pas parler couramment, mais à chaque fois que tu écris, je sais de quoi il s'agit. Donc là, la vie, tout se prépare. Et voilà, quand tu veux faire quelque chose, il faut penser à la préparation. Il faut te projeter dans le futur et pour voir qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour pouvoir élever le bas. C'est extrêmement important. Là, nous allons partir l'échec du premier visa et comment s'est comporté l'entourage. Et nous allons prendre une petite pause pour le moment et nous reviendrons sur deux volets et ça sera presque la fin du livre. Après la pause, nous revenons avec notre invité de ce soir, Monsieur Abdoulaye Ami Souma. Le titre de son livre, c'est Le destin forgé. Il a forgé son propre destin, il a construit son destin. Il veut expliquer à cette jeunesse, à ceux qui se disent « j'ai pas ça, je ne peux pas ça, je ne peux me permettre de ça », ou ceux qui ne savent pas prendre des risques,
c'est un livre d'éducation, c'est une autobiographie. Vous serez enchanté de lire ce livre-là, vous comprendrez beaucoup de choses. Nous ne faisons qu'une certaine volée là-dessus, parce que j'ai lu le livre et je l'ai aimé. Donc, et là, M. Souma, vous partez et à la fin, vous cherchez un visa pour sortir de la Guinée. L'échec. Vous allez à l'ambassade, vous retournez au bureau et comment se comporter vos collègues. Après cela, nous allons parler d'une autre échec où vous avez parlé à un monsieur de vous assister sur la maladie de votre maman. Et le lendemain, vous demandez à un monsieur de vous aider à évacuer votre maman de la Guinée. Et la nuit, on vous informe qu'elle est décédée. Vous vous permettez de repartir au bureau de ce même monsieur qui vous a donné rendez-vous pour lui dire, monsieur, vous n'allez plus, je n'ai plus besoin que vous cherchiez à évacuer ma mère parce qu'elle est décédée hier. Qu'est-ce qui vous a poussé à cela? Bon, écoutez, quand on revient encore au destin forgé, je veux tout simplement dire que chacun contribue à la confection de son destin. Et que quand tu te plains aujourd'hui, la personne qui t'a en vie, il a un passé beaucoup plus sombre que ton présent. C'est un peu ça que le message que je cherche à faire passer. Moi, il y a deux personnes qui m'ont influencé dans ma vie. Il y a deux femmes. C'est pourquoi tous les noms qui sont associés à Aminata ou bien Hawa, ce sont des choses voilà, qu'une partie de moi. Mais au-delà de ça, j'ai eu la chance d'avoir de très très bons collaborateurs et de bonnes collaboratrices. Moi, quand j'ai su le visa, et pour la première fois, il y avait toutes les secrétaires de ma compagnie, on était comme des sœurs et frères. En ce moment-là, à l'époque, c'était ma sœur Bintou Biavogi. Donc, quand j'ai échoué, elle a appris que j'étais échoué. Vraiment, elle n'était pas à l'aise. Et puis, elle ne pouvait pas cacher le chagrin, l'amertume, parce qu'en fait, le visage le dit très très facilement. Le langage du corps s'exprime beaucoup plus facilement que la langue, que la bouche. Mais en fait, quand j'ai constaté ça, il a fallu que je le calme. Il commence à rire, j'ai dit, hey, ma soeur. Déjà là, ils vont me refuser jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils vont me dire, viens chercher. Parce qu'en fait, donc quand j'ai dit ça un peu, ça a décrispé l'atmosphère. Donc, ce sont des leçons qu'on apprend. Les gens qui se préoccupent du destin de l'autre, le bien de l'autre, le bien-être de l'autre, c'est extrêmement important. C'est des attributs qui ne sont pas donnés à tout le monde. Donc en fait, au-delà de tout ce que j'ai traversé, et ce sont des moments importants en ce qui concerne mon travail au niveau de guide, parce qu'en fait j'étais le plus jeune des consultants qui venaient, j'étais leur petit frère, et chacun d'eux cherchait un peu à me donner le meilleur qu'ils avaient. Et un gars qui est venu de Kokolala, parce qu'on faisait l'école première, là on a fait jusqu'à ça, au niveau 8e en fait qu'on a commencé à faire le français comme une matière. Et chacun de nous devrait se débrouiller pour apprendre un peu, avoir la capacité. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on note un peu, même dans les projets un peu partout, les hommes ont de la constipation intellectuelle. C'est un ingénieur, il est très bien, il a un projet, il a une solution à un problème. Mais le fait qu'il n'a pas la capacité, il a la constipation intellectuelle, il ne peut pas transmettre ça pour convaincre son directeur pour pouvoir avoir le financement. Ce projet-là va continuer à mourir dans le tiroir et les gens vont continuer à souffrir. Donc en fait, j'ai rencontré assez de choses comme ça dans ma vie. En tout cas, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de bonnes personnes autour de moi. Ce livre est une partie, c'est un peu alératif. Je rencontre leur vie, une façon pour moi de dire merci à tout le monde. Le destin forgé. Ouais. Monsieur vous promet, vous partez bon, écoutez, ça c'est un problème. Quand ma mère était tellement malade, il y a assez de choses qui se sont passées. J'ai un grand frère, Nabi, qui était devenu mon complice. Il m'a dit, écoutez, va voir ce monsieur. Écoutez, je suis quelqu'un, j'aime me rappeler de tout le bien que les gens qui m'ont fait du bien, je ne peux pas oublier une seule personne. Mais ceux qui ont contribué un peu, ont participé à forger, à la construction de mon destin, et voilà, si ce sont des manquements, je préfère ne pas dire leur nom. Je donne seulement cette partie pour que ça serve un peu d'exemple. Je m'appuie ici sur la parole donnée, c'est extrêmement important. Là, il ne faut pas donner... il ne faut pas, si tu veux promettre quelque chose que tu ne peux pas réaliser. Alors le monsieur, je suis parti le voir, il me dit, ok, très bien, va me voir demain au bureau. Alors que j'étais là 2 heures du temps, je l'attendais. Il me dit, va me voir demain au bureau. Voilà, vous cherchez à rencontrer le monsieur.
Bon, écoutez, voilà, on me dit que le patron ne reçoit pas. Et moi, j'ai pensé, peut-être il a oublié, mais parce que, en fait, la parole donnée est extrêmement importante. J'avais appris très jeune âge, depuis la façon dont j'ai été inscrit à l'école. Donc, je me dis, il faut aller pour lui dire merci. Peut-être qu'il allait m'attendre ce jour-là. Moi, je suis allé pour dire, écoutez, on me dit, il n'est pas là. Et non, on me dit plutôt, il ne reçoit pas aujourd'hui. Donc, je suis resté, il est sorti, il m'a vu dans le couloir. Mais regardez ailleurs. J'ai dit bonjour, bonjour, 2 fois plus tard. Voilà, après maintenant, je lui ai dit, écoutez, c'est vous qui m'avez demandé de venir. Mais je suis venu seulement pour vous dire merci. Ma mère est décédée hier. Et puis voilà, c'est pas nécessaire. Il a commencé maintenant, oh mon Dieu, merci mon petit, la prochaine fois. Donc en fait, pourquoi j'ai mis cette partie? Les gens sont libres de dire oui ou non. Quand quelqu'un dit non, cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Et aussi, quand il y a une déception, il faut faire attention. On ne doit pas juger les gens. Parce qu'en fait, blâmer les gens ne peut pas résoudre ton problème. C'est vrai que le monsieur pouvait prendre une partie de blâme, parce qu'en fait, s'il me disait, je suis désolé mon frère, je ne peux pas le faire, j'allais au moins économiser le transport. Mais il n'a aucune idée que le transport là, était important pour moi à cette époque. Voilà, il n'a pas eu le courage de dire non. Mais dans la vie, il faut dire non si c'est le non qui est la réponse. Mais il ne faut jamais remplacer non par oui alors que tu n'as pas l'intention de le faire. Parce qu'en fait, quand il y a la déception, c'est très grave. Mais la leçon que nous devons tirer ici, dans la déception, on apprend beaucoup. Mais la douleur que ça vient avec fait qu'on est complètement hors. On commence à blâmer les autres. Non, ça ne résout pas un problème. Il faut te focaliser sur toi-même. Parce qu'en fait, c'est une partie de destin. Le gars là n'a fait qu'orienter. Ouais. Si tu veux dévier la solution de son problème. Parce qu'en fait, je vais trouver une solution, quelle que soit. Le destin alors, si nous ne le fait pas, quelqu'un d'autre va le faire. C'est vrai. Donc, en fait, il ne faut pas se mettre à blâmer. L'énergie doit être focalisée sur qu'est-ce que je peux faire pour résoudre mon problème. Pas ce que l'autre a fait. Parce qu'en fait, tu ne contrôles pas l'humeur des gens. Il est libre de dire oui ou non. Notre émission tire vers sa fin. Mais nous allons terminer sur une bonne note. Nous allons parler du mariage. Il y a eu beaucoup de choses... Vous êtes marié à Madame Souma Hawa Diallo. Oh. Voilà, et il y a eu des péripéties. Vous vous êtes déplacé avec elle, votre maman et autres, vous partiez à l'hôpital, oui. Il y a eu un accident. Et le jour du mariage, avant le jour du mariage, un ami est venu vous surprendre avec de très belles choses. Et tout s'est très bien passé. Et finalement, vous avez 3 enfants. J'ai moi-même rencontré votre femme, elle est très gentille et à chaque fois que je vais là-bas, j'attrape la main gauche et la main droite pour ne pas utiliser les deux à la fois sur le repas. Alors parlez-nous un peu ce qui s'est passé et ce qui se trouve dans le livre, parce que vous avez parlé aussi de votre mariage. Bon, en fait, moi j'ai été très fortuné. Vous savez, le mariage est un contrat qui est supposé être pour la vie, un contrat à durée indéterminée, c'est ce que nous souhaitons tous. Parce qu'en fait, tout mariage est un choc de comportement et de culture. Parce que tu vas prendre quelqu'un aujourd'hui qui a 20 ans, 25 ans, 27 ans, ça veut dire 25 ans de comportement. Et toi-même, tu as un autre comportement. Alors, comment lier les deux pour en faire une connexion, ce n'est pas du tout facile. Et très souvent, c'est la beauté physique qui invite à ce que les deux personnes qui se rencontrent. Donc, c'est un bonheur, c'est une chance pour un homme ou bien une femme de trouver une beauté intérieure qui est beaucoup plus éclatante que celle-là qui est visible. C'est ce que j'ai eu dans ma vie. Et voilà, je ne sais pas ce que je pouvais accomplir dans ma vie sans ma femme. En tout cas, moi, je continue à remercier le bon Dieu parce qu'en fait, j'ai une très, très bonne femme. C'est vrai, nos débuts n'ont pas été faciles. On n'avait rien parce que tu sais, en Afrique, chez nous, par exemple, quand tu veux sortir avec une fille et puis les gens commencent à te dire à la fille, et qu'est-ce que tu cherches avec le petit là? Ou bien ses parents commencent à dire, le petit là, ou bien tu es même plus âgé que le petit là. Tout cela veut dire que tu es encore en relation avec la pauvreté. Mais voilà, j'ai une femme qui tenait à moi, qui avait parié sur moi, sur mon destin. Nous avons eu des débuts difficiles. Elle venait de finir ses études d'infirmerie. Et moi, j'étais vers la fin de mes études. C'était compliqué, on n'avait pas de moyens. Ma mère était malade. Parce que les pécules de 30 000 que j'avais, c'était réservé pour voilà, les médicaments de ma mère. Mais un jour arrivé, je devrais prendre ma mère pour aller à l'hôpital. Mais malheureusement, celui qui allait m'aider, le chauffeur,
il a fait manœuvre, des manœuvres parce qu'on avait, pour éviter un accident, on a cogné la moto d'une personne. Et cette personne est sortie, il me dit, vous ne bougez pas ici si vous n'avez pas réparé ma moto. J'ai dit, il est prié pour me laisser la chance de partir envoyer ma mère à l'hôpital, que j'allais revenir. Oui. Alors quand je suis revenu, avant de quitter, le gars n'a pas accepté, mais une personne est sortie de nulle part pour me dire, tiens, je connais ce jeune, il va revenir. J'ai sorti ma carte d'identité universitaire, le gars a dit, non, tout le monde peut fabriquer ça. La dame lui a dit, écoutez, voilà ce que tu vas faire, hein. Laissez le jeune, moi je le connais, il va revenir. C'est pourquoi je dois à beaucoup de personnes, je ne peux pas les remercier individuellement. Malheureusement, je ne connais même pas cette femme. Alors quand je suis revenu, j'avais le choix. C'est pourquoi je dis qu'il y a une grande différence entre le choix et le destin. Les gens confondent à tout moment. Moi, je suis venu aujourd'hui, c'est l'entretien que nous faisons là, c'est combiné de deux, le choix et le destin. Mais à l'origine, il y a le destin, il y a le choix. J'ai fait le choix de faire un livre. C'est ce choix-là qui m'a invité ici. Donc, cet entretien est une partie de destin, mais qui est né dans un choix. Alors, le fait que je suis venu ici, c'est un choix. Je pouvais venir ou ne pas venir. Mais j'ai choisi de venir pour discuter de mon destin. Donc, en fait, il y a assez de choses dans ça. Et la personne là, vraiment, ça peut de là qui a accepté. Je suis parti à l'hôpital, je suis revenu. Même finalement, les 30 minutes que j'avais, qui ne servaient que le truc de ma mère. J'ai utilisé ça pour réparer la moto de la personne. Parce que ce qui m'interpelle ici, ce n'est pas moi. Et si je n'acceptais pas, si je n'aurais pas mon engagement, peut-être ça n'allait pas m'affecter. Mais qu'est-ce que ça allait affecter avec cette dame qui a pris l'engagement pour moi? Et qu'est-ce que ça allait lui donner, courage ou découragement pour pouvoir aider quelqu'un d'autre dans cette circonstance? Donc, ce qui se passait en ce moment, ce n'était pas à cause de moi. Mais moi, je regardais quelqu'un d'autre. La parole donnée, c'est extrêmement important si on a la capacité de la respecter. Parce qu'en fait, tout ce que nous faisons aujourd'hui va d'une manière ou d'une autre affecter les gens qui nous connaissent, qui sont autour de moi, qui dépendent de moi. Ce jour, vous n'avez que 30 000 francs guinéens. Vous dépensez ces 30 000 pour réparer la moto du monsieur. Vous partez à la maison sans un sou. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, c'est comme on dit, le bienfait n'est jamais perdu. On ne fait rien dans la vie contre les gens. On fait tout pour soi ou contre soi. Il y a un monsieur qu'on appelait chez moi, monsieur Camara, on l'appelait Faro, par ses ajustements, certaines choses. Bon, c'était un semi-lettré, à un moment donné, le bonheur lui a souri et tout le monde partait le voir. Moi, je ne partais pas chez lui. Mais comme il n'était pas lettré, il m'appelait très souvent pour l'aider à certaines de ses transactions financières et puis administratives. Mais à chaque fois que je finissais d'écrire une lettre pour lui, je quittais. Il me donnait des cadeaux, je refusais. Bon, ça c'est le commun de tous les jeunes de mon âge, de l'Africain. Je n'acceptais pas les cadeaux. Et je n'acceptais pas de rester chez lui parce que je n'aimais pas l'environnement. Les gens, dès après la prière, ils partaient là-bas. Donc, je ne voulais pas être associé à cette image. Alors, ce monsieur est venu me voir. J'étais arrêté, je n'avais rien. Il me dit, ah, j'ai appris souvent que tu as amené la main à l'hôpital. J'ai dit, oui. Il dit, combien? J'ai dit 22 000. Il a directement ordonné à sa femme de me donner. Donc, en fait, comme on dit souvent, la récompense d'un patient tarde beaucoup. Mais elle arrive toujours au bon moment. Et ce jour-là, c'était le bon moment pour moi. Et finalement, ma maman a eu tous ses produits. Dieu merci, la maman a eu tous ses produits. Et vous êtes déjà là aux États-Unis. Il y a un phénomène sur lequel on va parler. C'est votre rendez-vous amène dans un musée. L'heure, ça c'est la fin. Nous tirons, c'est la fin de notre interview de ce soir. Mais j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de la ponctualité. Bon, Atel, c'est comme on dit, hein, j'ai toujours dit quelque part, je ne comprends pas pourquoi c'est l'Africain seulement qui pense qu'un rendez-vous de 14 h veut dire 17 h. Je ne comprends absolument rien. Revenons à notre livre de ce soir. Notre invité, c'est M. Abdoulaye Mami Souma. Il est l'auteur du livre Le Destin Forgé. Il va nous parler ici de l'économie, la vie, la retraite. Et c'est notre dernier volet. Merci beaucoup. En fait, dans ce livre, j'ai essayé de toucher un peu de tout parce qu'en fait, la pauvreté, moi je pense que, comme les gens disent, hein, tout dépend de la tête, la façon de voir le monde
a beaucoup à voir avec ta situation, même si ce n'est pas quelque chose en fait qui s'applique directement, parce qu'en fait la vie est très belle, mais des fois elle peut être très insolente. Et ceux qui ne réussissent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'essayent pas, mais beaucoup de personnes aussi qui échouent parce qu'ils font des mauvais choix. Donc dans ce volet, j'ai essayé un peu de parler tous ces paramètres dans le livre. Je pense que c'est sûr qu'on ne peut pas l'épuiser, mais en tout cas j'invite les gens à le lire. Voilà, le lire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles elles peuvent se retrouver, parce que le choix que nous faisons, je parle un peu de la banque, les banques n'ont pas d'argent. L'argent de la banque, c'est ce que tu déposes là-bas. Et voilà, l'épargne, c'est une façon, si tu mets l'épargne, et si tu penses que l'épargne est quelque chose qui peut t'arranger, moi je pense que c'est le plus mauvais choix d'investissement. Parce que l'inflation est là. L'inflation et puis les taxes, ce sont ces éléments qui contribuent à appauvrir voilà, ceux qui sont attachés à l'épargne. Parce qu'en fait, si tu prends, nous en 2018 par exemple, une chambre salon à Conakry, c'était 5 000 francs guinéens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Peut-être 100 fois plus avant que tu nous aies même autorisé à demander. Donc, si tu avais ton argent à la banque tout ce temps pour que tu puisses avoir chambre salon aujourd'hui, cela veut dire que tu es déjà hors jeu. Donc, il y a assez de choses comme ça que j'essaie d'expliquer dans le livre. On parle de l'économie, on donne des conseils qu'on pense peut être utiles pour les gens. Ok, donc, très bien. Vous êtes déjà, depuis 1998, je pense bien, que vous êtes aux États-Unis. Vous avez beaucoup investi en Guinée, vous êtes un entrepreneur connu de la majorité des Guinéens vivant aux États-Unis. Pouvez-vous nous expliquer ces aléas, ce que vous faites de mieux? Bon, écoutez, je suis là et je fais comme tout le monde. J'ai essayé de partir à l'école, de m'investir sur moi-même d'abord. Et voilà, tout ce que je fais dans ce livre-là, c'est pour inviter les gens à faire plus que moi. Je ne suis pas plus intelligent que tout le monde. Et voilà, j'ai seulement fait certains bons choix et qui contribuent aujourd'hui mais qui me permettent de mener la vie que je suis en train de mener. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en train de vivre leurs rêves, mais qui ont la possibilité, la capacité en eux, qui peuvent faire mieux que moi. Alors, quand tu fais le MBA, la première chose, la façon dont tu identifies que tu as commencé à apprendre, la leçon est que tu vas détester à travailler pour les autres. C'est vrai. Donc, tu es orienté vers l'entrepreneuriat. Donc, en 2011, je suis devenu entrepreneur parce que le coût de l'opportunité était très élevé. Je partais à l'école, je n'avais pas le temps de travailler, alors il fallait trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, en ce moment-là, c'était le BlackBerry, smartphone. Il fallait mettre un système en place qui me permet de contrôler à partir de smartphone et puis je fais mes opérations. Donc, même si en classe, quand un client achète quelque chose sur mon site, et voilà, j'ai la capacité de contrôler à partir de là. Mais en fait, comme les choses évoluent, au début, on vendait les routeurs, et maintenant, là, on est complètement presque un peu loin de ça. On fait beaucoup de choses parce que plus on apprend, plus on a la possibilité de s'insérer, charger un peu la nature du projet. Parce que pourquoi pas comme le livre? Et j'ai décidé de faire le livre là moi-même. J'ai refusé je veux que ça soit financé pour moi-même, pour que je comprenne le mécanisme, comment ça fonctionne, et avoir la possibilité d'aider des gens qui veulent écrire. Donc, je vais être là, je sais comment le mécanisme fonctionne. Voilà, tout ce que je fais, c'est pour que je sois en position de transmettre un peu le savoir, le peu que je connais. Ouais. Merci, monsieur Abdoulaye Mami Souma. Et si je ne me trompe pas, Ami Souma. Je m'excuse, la fatigue commence à prendre son effet et je suis très ému et content de ce que vous venez de nous dire et surtout ce qui se trouve dans le livre. J'invite tout le monde à acheter Le Destin forgé de notre frère. C'est un bon livre, c'est éducatif, c'est pour la jeunesse. C'est dans un français très simple. Je vous dirais que j'ai vu beaucoup et lu beaucoup de livres, mais ce livre vraiment m'a impressionné. Et j'ai vraiment une bonne idée que toute personne qui va l'acheter et va le lire aura une bonne idée de mener sa vie de sa façon et de la meilleure façon. Je souhaite bonsoir à tout le monde et bonsoir. Merci beaucoup, hein. C'est encore une chance d'être là et puis voilà, c'est une fois de plus merci. C'est un mot
qui est plein de signification. Si vous pouvez trouver le mieux, mais je pense que merci encore là. Merci pour tout. Merci. Et à très bientôt.